Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à l'exploration du droit international contemporain. Dans cette série, nous nous plongerons dans les dynamiques complexes qui façonnent les règles et les normes gouvernant les interactions entre États, organisations internationales, entreprises et individus sur la scène mondiale. Droit international, bien que souvent perçu comme une arène lointaine et académique, joue un rôle très important dans notre vie quotidienne, influençant les domaines aussi divers que les droits de l'homme, le commerce international et même la cybersécurité. L'objectif de cette vidéo est de vous donner et de vous introduire un petit peu le fondement du droit international contemporain, de comprendre comment il s'est développé pour répondre aux défis, aux réalités de notre époque moderne. Le droit international contemporain se réfère à l'ensemble des règles et principes qui régissent les relations entre les différentes entités internationales. Alors, contrairement au droit national, qui est dicté par les gouvernements d'États spécifiques, le droit international est une structure juridique supranationale visant à harmoniser et réguler les interactions au-delà des frontières nationales. Ce cadre est essentiel pour maintenir un ordre global, promouvoir la paix et assurer une coopération internationale efficace. Alors, historiquement, le droit international a évolué à partir de coutumes et de traités bilatéraux entre nations. Aujourd'hui, il englobe une gamme étendue de sujets allant des conflits armés aux droits de l'homme en passant par le commerce, l'environnement et même l'exploration spatiale. Cette évolution reflète les changements et les complexités croissantes de notre société mondiale. Alors, depuis le milieu du XXe siècle, le droit international a connu certes une expansion, une transformation remarquable. Cette période a été marquée par des événements majeurs tels que la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations Unies qui ont catalysé un renouveau, une structuration formelle de relations internationales. Alors, la charte des Nations Unies, signée en 1945, a établi une base solide pour le droit international public, codifiant des principes essentiels comme le respect de la souveraineté nationale, le règlement pacifique des différends et la promotion des droits de l'homme. L'après-guerre a également vu la création de plusieurs tribunaux internationaux, tels que la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Alors, ces institutions jouent un rôle très important dans l'application et l'interprétation des lois internationales. Par exemple, la Cour internationale de justice, souvent sollicitée pour résoudre des disputes entre États, tandis que la Cour pénale internationale se concentre sur la poursuite des crimes les plus graves comme le génocide et les crimes contre l'humanité. Par ailleurs, la signature de nombreux traités multilatéraux, on se base un petit peu sur le multilatéralisme. Il a contribué à l'expansion du droit international dans divers domaines. Le traité de non-prolifération nucléaire de 1968, les conventions de Genève révisées et les accords de Paris sur le climat de 2015 en sont des exemples très notables. Ces accords montrent comment le droit international s'adapte pour répondre à des enjeux globaux variés allant de la sécurité internationale à la protection de l'environnement. Pour que le droit international soit efficace et pertinent, il doit refléter les réalités contemporaines et être en harmonie avec les conditions socio-économiques et politiques mondiales. Cela signifie qu'il doit non seulement réguler les relations entre États, mais aussi répondre aux besoins et aux aspirations des individus et des groupes au sein de ces États. L'harmonie du droit international avec les réalités contemporaines se manifeste de plusieurs façons. Par exemple, la montée des technologies de l'information et de la communication a conduit à l'élaboration de nouvelles règles concernant la cybersécurité et la protection des données. De même, les défis posés par les changements climatiques ont suscité un petit peu l'adoption des traités environnementaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à protéger la biodiversité. Alors, en plus de ça, le droit international doit évoluer pour inclure les nouvelles formes de relations internationales, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales et même les individus jouent désormais des rôles importants sur la scène mondiale. Leur inclusion dans le cadre juridique international reflète la reconnaissance de leur influence croissante et de leur capacité à façonner
façonner un petit peu les politiques mondiales. Un autre aspect très important, c'est l'intégration des perspectives et des besoins des différentes cultures et civilisations dans le droit international. Le caractère eurocentrique originel du droit international a été fortement remis en question. Et il est essentiel que les systèmes juridiques reflètent une diversité de points de vue et de valeurs. Cela renforce la légitimité et l'acceptation du droit international à travers le monde. Alors, le droit international, tout comme toute autre discipline juridique, il n'est pas figé. Et il évolue continuellement pour répondre aux nouvelles réalités et défis de notre époque. Cependant, ce processus d'évolution n'est pas sans tension. Entre les règles établies et les forces évolutives cherchant des changements, se posent des questions très importantes sur l'incorporation de nouvelles normes et réalités dans le cadre juridique existant. Le droit international, il repose sur un ensemble de règles et de principes qui ont été développés au fil des décennies, voire des siècles. Ces règles ont pour but de créer un cadre stable et prévisible pour les relations internationales. Cependant, à mesure que le monde change, de nouvelles forces émergent, remettant en question l'adéquation de ces règles avec les réalités contemporaines. Une des tensions fondamentales réside dans la nécessité d'équilibrer la stabilité du système juridique avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements. Les États et autres acteurs internationaux peuvent être réticents à modifier des règles bien établies, craignant que cela ne conduise à une instabilité juridique. Cependant, ignorer les nouvelles réalités et refuser d'adapter les normes existantes peut rendre le droit international obsolète et inefficace. L'incorporation de nouvelles normes, réalités dans le droit international, pose ainsi plusieurs défis. D'une part, il y a la question de savoir quand et comment intégrer ces nouvelles normes. Le processus de modification du droit international, tel que l'adoption de nouveaux traités ou la révision des anciens, sont souvent longs et complexes, nécessitant un consensus entre de nombreux acteurs aux intérêts divers. D'autre part, il y a la question de l'acceptation de la mise en œuvre de ces nouvelles normes par les États. Même lorsque de nouvelles règles sont adoptées, leur efficacité dépend de la volonté des États de les respecter et de les appliquer. Cela peut être particulièrement difficile lorsque les nouvelles normes vont à l'encontre des intérêts nationaux perçus de certains États. Les changements au sein de la communauté internationale peuvent avoir des impacts significatifs sur le système juridique international. Ces changements peuvent être de nature technologique, politique, économique, sociale, etc. Ils peuvent créer de nouveaux défis pour le droit international, mais aussi offrir un certain nombre d'opportunités pour son développement et son renforcement. Alors, si on veut donner quelques exemples spécifiques de changements et leur impact. Alors, les armes nucléaires, la création un petit peu de l'équilibre de la terreur. Alors, l'avènement des armes nucléaires après la Seconde Guerre mondiale a radicalement transformé la dynamique des relations internationales. La capacité de destruction massive de ces armes a conduit à une situation d'équilibre de la terreur où les grandes puissances se sont engagées dans une course à l'armement nucléaire tout en cherchant à éviter un conflit nucléaire direct. Le traité de non-prolifération nucléaire de 1968 a été une tentative majeure pour réguler cette situation en limitant la possession d'armes nucléaires à un petit nombre de pays et en visant le désarmement à long terme. Cependant, la menace nucléaire reste une réalité et la prolifération nucléaire pose toujours des défis significatifs pour le droit international. Un deuxième exemple, c'est la capacité technologique d'exploiter les océans et les questions soulevées. Alors, la capacité technologique d'exploiter les ressources des océans, notamment les fonds marins, a soulevé des questions complexes quant à la souveraineté au droit de propriété. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982, est un cadre juridique important qui va régir un petit peu les droits et responsabilités des États en matière d'utilisation des océans. Elle aborde des questions telles que la délimitation des zones maritimes, l'exploitation des ressources marines et la protection de l'environnement marin. Cependant, l'exploitation des ressources marines profondes et les revendications territoriales concurrentes continuent de poser des défis très importants.
Un troisième exemple, c'est la montée du terrorisme international au cours des dernières décennies qui a posé un petit peu des défis sans précédent pour le droit international. Les attaques terroristes transfrontalières nécessitent une coopération internationale accrue et la mise en place de cadres juridiques pour prévenir et réprimer le terrorisme. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, telles que la résolution 1373 adoptée en 2001, impose des obligations aux États pour lutter contre le financement du terrorisme et renforcer la coopération en matière de renseignement. Toutefois, la lutte contre le terrorisme soulève également des questions de droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les détentions arbitraires, la torture et les atteintes à la vie privée. Alors, il y a aussi le rôle croissant des acteurs non étatiques, tels que les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales et plus récemment le groupe armé. Il y a aussi la montée de la cyberguerre. Tout ça représente un petit peu de nouveaux défis pour le droit international. Les cyberguerres peuvent être menées par des États ou des acteurs non étatiques, causant des dommages importants aux infrastructures critiques et compromettant la sécurité nationale d'un pays ou un autre. Le droit international peine encore à définir les normes claires pour réguler la cyberguerre, par exemple, et attribuer la responsabilité des cyberattaques. Les discussions en cours au sein des Nations Unies et d'autres forums internationaux visent à élaborer des règles et des protocoles pour faire face à ces menaces émergentes. La pandémie Covid-19, qui a commencé fin 2019, a eu certainement des répercussions profondes sur le droit international. Elle a mis en évidence la nécessité d'une coopération mondiale accrue en matière de santé maintenant, de santé publique et la vulnérabilité des systèmes de santé nationaux. La réponse mondiale à la pandémie a été marquée par la collaboration entre les États, les organisations internationales et les entités privées pour développer et distribuer des vaccins, partager des informations et mettre en œuvre des mesures de santé publique. Toutefois, la pandémie a également révélé des lacunes dans les cadres juridiques internationaux existants, en particulier en ce qui concerne la distribution équitable des vaccins et la préparation aux futures pandémies. Les discussions actuelles sur un traité international sur les pandémies visent particulièrement à renforcer la résilience mondiale et à améliorer la coordination internationale face à de telles crises. Voilà le champ d'application du droit international. On vient de le voir, il continue, il va considérablement être élargi au cours déjà du cours de ces dernières décennies et dans le futur proche. Donc ce développement, il a permis un petit peu déjà le développement maintenant, il a permis de réguler de variétés d'aspects de la vie internationale contemporaine, allant des expéditions spatiales à la protection des droits de l'homme. Alors cet élargissement reflète non seulement les évolutions technologiques et scientifiques, mais aussi les changements sociaux, économiques et politiques. Dans cette Ici, nous allons explorer un petit peu comment le droit international s'applique à différents domaines et comment la mondialisation influence cette dynamique. Le droit international, autrefois principalement concerné par les relations entre États, couvre désormais un vaste éventail de sujets qui touchent directement ou indirectement la vie quotidienne des individus et des communautés à travers le monde. Alors, quelques exemples pertinents, la régulation la première, c'est la régulation des expéditions spatiales. Avec l'avènement de l'ère spatiale, le droit international a dû s'adapter pour réguler les activités dans l'espace extra-atmosphérique. Donc, il y a le traité 67, c'est le traité sur l'espace de 1967, il est signé par les principales puissances spatiales, qui établit un petit peu le cadre juridique pour l'utilisation pacifique de l'espace. Il interdit le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace et stipule que l'exploration de l'espace doit être bénéfique à toute l'humanité. De plus, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux de 1972 impose aux États la responsabilité des dommages causés par leurs objets spatiaux.
Aussi, deuxième exemple, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, on en a parlé tout à l'heure, de 1982. C'est un instrument fondamental régissant les droits et responsabilités des États en ce qui concerne l'utilisation des océans. Elle couvre la délimitation des zones maritimes, l'exploitation des ressources marines, la protection de l'environnement marin. La Convention établit également l'autorité internationale des fonds marins qui supervise un petit peu les activités liées à l'exploitation des ressources minérales des fonds marins situés au-delà des juridictions nationales. Aussi, il y a la protection des droits de l'homme. Alors, en matière de droits de l'homme, c'est devenu une préoccupation centrale du droit international. Déjà, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, a servi de base à une série de traités internationaux contraignants, tels que les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. De plus, les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme, tels que la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, renforçant un petit peu ces normes au niveau régional. Il y a aussi le droit international joue aussi un rôle essentiel dans la régulation du système financier mondial. Les institutions financières internationales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont régies par des accords internationaux qui établissent des règles pour la stabilité financière mondiale, la coopération monétaire et le développement économique. Ces institutions fournissent une assistance financière et technique aux pays membres et surveillent les politiques économiques et financières mondiales pour prévenir les crises financières. Alors, il y a aussi des activités cybernétiques, l'ère numérique. L'ère numérique, il a introduit de nouveaux défis pour le droit international, notamment en matière de cybercriminalité et cybersécurité. Les conventions internationales comme la Convention de Budapest sur la criminalité de 2001 visent à harmoniser les législations nationales et à renforcer la coopération internationale pour lutter contre les crimes commis via les réseaux informatiques. Cependant, la régulation des activités cybernétiques demeure un petit peu complexe en raison de la rapidité de l'évolution technologique et de la difficulté à attribuer la responsabilité des cyberattaques. Alors tout ça, donc le droit international ne se limite pas aux relations diplomatiques traditionnelles, il s'étend de plus en plus à des domaines variés, touchant directement la vie des individus et des communautés. Cette application accrue démontre l'importance croissante du droit international dans la gestion des affaires mondiales et la promotion de la paix et de la sécurité. En matière de droits de l'homme, au-delà des traités principaux, des mécanismes de surveillance et de mise en œuvre tels que les rapports périodiques des États et les procédures spéciales des Nations Unies garantissent un petit peu le respect des droits de l'homme. Donc, les tribunaux internationaux et régionaux, comme la Cour européenne ou des droits de l'homme, ils jouent un rôle aussi très important dans l'application de ces droits. En matière de droit économique, la régulation des échanges commerciaux et des investissements internationaux est un domaine en pleine expansion. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce et les accords bilatéraux et multilatéraux de commerce et d'investissement établissent les règles du jeu économique mondial visant à promouvoir la libéralisation du commerce tout en protégeant les droits des États et des investisseurs. En matière sur le plan la protection de l'environnement, le droit international de l'environnement a gagné en importance avec la reconnaissance des défis globaux tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution transfrontalière. Des accords multilatéraux comme la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et l'accord de Paris de 2015, ils visent à coordonner les efforts mondiaux pour protéger l'environnement. En matière spatiale, outre le traité sur l'espace, des discussions sont en cours pour élaborer des règles plus spécifiques concernant les activités telles que l'extraction de ressources spatiales et la gestion des débris spatiaux, reflétant l'augmentation des missions spatiales privées et publiques. Alors la mondialisation aussi, il a eu un impact profond, il a influencé un petit peu le développement et l'application du droit international, elle a conduit à une interdépendance accrue entre les États, nécessitant une coopération internationale plus étroite et la création de cadres juridiques communs
pour gérer les défis transnationaux. Alors, interdépendance économique, c'est la mondialisation économique qui a rendu nécessaire la création des règles internationales pour réguler un petit peu les flux de commerce, d'investissement et de capitaux. Les accords commerciaux multilatéraux et les régulations financières internationales, ils visent à assurer la stabilité et la transparence du système économique mondial. Alors, pour la mobilité des personnes, la mondialisation a également accru ce phénomène, posant des défis pour les systèmes juridiques nationaux et internationaux en matière d'immigration, des droits des réfugiés et de protection des travailleurs migrants. La Convention internationale telle que la Convention 1951 relative au statut des réfugiés et les conventions de l'Organisation internationale du travail, ils établissent des normes pour protéger les droits des personnes déplacées et des travailleurs migrants. Alors aussi, en matière de transfert de technologies et de connaissances, la mondialisation, elle a facilité un petit peu le transfert des technologies et de connaissances, mais soulève aussi des questions de propriété intellectuelle et de protection des innovations. Les accords internationaux sur la propriété intellectuelle, comme l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ils visent à harmoniser les règles et à protéger les droits des créateurs et des inventeurs tout en facilitant le transfert de technologies. Alors, en matière, sur le plan environnemental, les défis environnementaux et globaux, ils nécessitent une réponse collective et coordonnée. Et donc, de là que les traités environnementaux internationaux joueront un rôle très important dans la protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles partagées. La coopération internationale est essentielle pour aborder des problèmes transfrontaliers tels que la pollution, la déforestation et le changement climatique. Le droit international, en tant que système juridique dynamique, comme on vient de le voir, a évolué en réponse aux changements profonds et continus dans le contexte géopolitique mondial. On va essayer d'explorer cette évolution historique, particulièrement dans le cadre de la civilisation européenne, examiner l'impact des puissances émergentes telles que les États-Unis, l'Union soviétique, l'Inde et la Chine, ainsi que le phénomène de la mondialisation. Le développement du droit international est profondément ancré dans l'histoire européenne. Donc, à partir du XVIe siècle, l'Europe a vu émerger des doctrines et des traités qui ont jeté les bases du droit international moderne. Les penseurs comme Francisco de Vitoria et Hugo Grotius ont joué un rôle très important en définissant un petit peu les concepts de souveraineté des États et de droit des gens. Grotius, souvent considéré comme le père du droit international moderne, qui avait écrit des Juri Belli Aspasis sur le droit de la guerre et de la paix en 1625. Il a essayé de codifier les principes, on l'a vu dans la première vidéo, codifier des principes qui restent pertinents aujourd'hui. Il a soutenu que les relations entre États devraient être régies par des lois et non par la force brute. Il y a aussi le traité de Westphalie, donc, largement débattu, etc., sur son rôle dans le droit international. Le traité de Westphalie de 1648, il a marqué un tournant en reconnaissant la souveraineté des États et en établissant le cadre pour la coexistence pacifique entre nations. Il a introduit le concept d'égalité souveraine, où chaque État, grand ou petit, possède les mêmes droits sur la scène internationale. Avec l'essor de la colonisation, le droit international a également évolué pour inclure des aspects de la domination coloniale, souvent au détriment des peuples autochtones. Ce cadre eurocentrique a dominé les relations internationales jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le XXe siècle, elle a vu un changement radical dans le paysage géopolitique mondial avec l'émergence des États-Unis et de l'Union soviétique comme superpuissance et plus récemment la montée de l'Inde et de la Chine. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont joué un rôle prépondérant dans la création des Nations Unies et d'autres institutions internationales telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ils ont promu un ordre international fondé sur des règles visant à assurer la paix, la sécurité et la prospérité économique mondiale. L'Union soviétique,
il a influencé aussi le droit international, promouvant des idées de justice sociale et d'égalité économique. La confrontation Est-Ouest, elle a marqué la guerre froide, qui a marqué la guerre froide, avec des implications profondes pour le droit international, notamment en matière de non-intervention et de souveraineté nationale. L'Inde et la Chine, ces deux puissances émergentes, ont récemment commencé à exercer une influence significative sur le droit international. L'Inde a plaidé pour un ordre international plus équitable, tandis que la Chine, avec son initiative Belt and Road Initiative, redéfinit les relations commerciales et les investissements internationaux. Par rapport à la mondialisation, ce phénomène qui a accéléré l'interdépendance mondiale, et nécessitant des régulations internationales plus robustes. La mondialisation a apporté de nouveaux défis, notamment en matière de droits de l'homme, de protection de l'environnement, de gestion des flux migratoires, etc. Le droit international doit alors continuellement évoluer pour rester pertinent face aux réalités contemporaines. Plusieurs défis actuels nécessitent des adaptations et des innovations juridiques. En matière de droits de l'homme, l'extension des droits de l'homme au niveau international est l'un des développements majeurs du XXe siècle. Les instruments juridiques tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966 sur les droits civils, politiques ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, ils ont établi des normes globales. Cependant, leur mise en œuvre et leur respect continuent de poser des défis, notamment face aux violations systématiques dans certains pays. Nous avons parlé aussi de l'environnement et des changements climatiques qui, en dépit, par exemple ici, nous avons le protocole de Kyoto, l'accord de Paris. Ce sont des exemples d'efforts internationaux pour lutter contre ce phénomène. Cependant, les divergences entre les pays développés et en développement sur les responsabilités et les moyens de financement restent des points de friction majeurs. En matière de cybersécurité, les cyberattaques transfrontalières posent des défis uniques pour le droit international, nécessitant une coopération internationale renforcée et des cadres juridiques innovants pour prévenir, détecter et répondre aux cybermenaces. En matière de migration et réfugiés, les crises migratoires récentes ont mis en évidence les lacunes du droit international en matière de protection des réfugiés et des migrants. Les conventions actuelles, comme la Convention 1951, relative au statut des réfugiés, doivent être renforcées et adaptées aux nouvelles réalités des flux migratoires massifs causés par les conflits, les changements climatiques et les crises économiques. En matière de commerce, le droit commercial international a été profondément affecté par la mondialisation. Les règles de l'OMC, les accords bilatéraux et multilatéraux sur les investissements doivent être réévalués pour assurer un petit peu qu'ils favorisent un commerce équitable et soutenable tout en protégeant les droits des travailleurs et l'environnement. Par rapport à la question de souveraineté et les interventions humanitaires, l'équilibre entre la souveraineté nationale et la responsabilité de protéger les populations contre les atrocités massives reste un débat très important. Les interventions humanitaires, bien que souvent nécessaires, posent des questions sur les violations de la souveraineté des États et la légitimité de l'ingérence internationale. Les avancées aussi technologiques rapides dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie présentent des défis éthiques et juridiques complexes. Le droit international doit anticiper et réguler ces technologies pour éviter les abus et garantir qu'elles sont utilisées de manière éthique et bénéfique pour l'humanité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le droit international, il a historiquement été dominé par des perspectives eurocentriques, reflétant les valeurs et les intérêts des puissances européennes qui ont façonné ces principes et ces institutions. Cependant, les dynamiques mondiales, ils ont radicalement changé au cours du XXe siècle, affaiblissant le caractère eurocentrique du droit international et permettant une influence croissante des cultures et civilisations non européennes. Alors, historiquement, le droit international qui a émergé dans un contexte où l'Europe exerçait une domination politique, économique et culturelle sur le reste du monde, les traités, les doctrines, les institutions du droit international reflétaient largement les intérêts des puissances coloniales européennes. Durant la période coloniale,
les puissances européennes ont imposé leur système juridique et valeurs au territoire conquis. Le droit international était souvent utilisé pour légitimer la colonisation, avec des concepts comme la terra nullius, qui justifiait l'appropriation des terres considérées comme non civilisées. La fin de la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu, il a été marqué par un tournant décisif et le processus de décolonisation, il a conduit à l'indépendance de nombreux pays en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Donc ces nouveaux États ont commencé à revendiquer une place légitime et égale dans la communauté internationale, remettant en question les fondements eurocentriques du droit international. La création des Nations Unies en 1945 a fourni une plateforme où les États non européens pouvaient exprimer leurs préoccupations et influencer le développement du droit international. Le principe d'égalité souveraine des États, inscrit dans la Charte des Nations Unies, a renforcé l'idée que tous les États, quelle que soit leur taille ou leur puissance, ont des droits égaux sur la scène internationale. Avec l'affaiblissement du caractère eurocentrique, les contributions des cultures et civilisations européennes ont commencé à jouer un rôle très important dans l'évolution du droit international. Les contributions des traditions juridiques de l'Inde et de la Chine et des pays islamiques, par exemple, ont commencé à enrichir le débat juridique international. Par exemple, les philosophies indiennes de non-violence et de justice sociale ont influencé les discussions sur les droits de l'homme et la paix. De même, la Chine, elle a apporté une perspective unique sur la souveraineté et le développement économique. Les nations africaines ont plaidé pour un droit international plus équitable, qui prend en compte les réalités économiques et sociales du continent. L'Union africaine, créée en 2002, elle a mis en avant des concepts comme la solidarité panafricaine et l'intervention humanitaire dans des contextes spécifiques comme la lutte contre les génocides et les conflits internes. Les pays d'Amérique latine, eux, ils ont longtemps été des champions de doctrines comme le principe de non-intervention et le droit au développement. Le mouvement de décolonisation en Amérique latine a également inspiré des cadres juridiques pour la protection des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des diversités culturelles. La jurisprudence de tribunaux non occidentaux a commencé à influencer les décisions des cours internationales. Par exemple, les décisions des tribunaux africains et asiatiques sur les questions de droits de l'homme et de justice sociale sont de plus en plus citées et respectées dans les forums internationaux. Alors, le principe d'égalité des États et la promotion d'égalité des États et la promotion des droits de l'homme sont devenus des piliers du droit international moderne. En matière d'égalité des États, vous avez le droit international reconnaît il reconnaît le principe de l'égalité souveraine des États, ce qui signifie que tous les États, indépendamment de leur taille, de leur pouvoir économique ou militaire, ont des droits égaux. Ce principe est essentiel pour assurer une représentation juste et équitable dans les institutions internationales et pour prévenir l'hégémonie de quelques grandes puissances. La promotion, outre bien sûr, la promotion et la protection des droits de l'homme ont été au cœur des évolutions récentes du droit international. Déjà, bien sûr, comme déjà cité, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les pactes internationaux de 1966 ont établi un petit peu plus ou moins des normes globales pour le traitement des individus. Alors, le premier document fondamental qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies a établi une norme universelle pour les droits de l'homme. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, elle a inspiré de nombreux traités internationaux, conventions et législations nationales. Les pactes internationaux de 1966, qui sont juridiquement contraignants pour les États signataires, couvrent une large gamme de droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils représentent un engagement global à respecter, protéger et réaliser les droits de l'homme pour tous. Alors, les systèmes régionaux de droits de l'homme, comme la Convention européenne, par exemple, la Charte africaine, etc., la Convention interaméricaine des droits de l'homme, etc., ils ont également renforcé la protection des droits individuels en offrant des mécanismes de recours et de surveillance. Alors, malgré ces avancées, des défis subsistent, bien sûr, les violations des droits de l'homme, les inégalités économiques, les discriminations raciales et culturelles, ainsi que les conflits armés continuent de poser des obstacles majeurs
Le droit international doit donc constamment s'adapter, évoluer pour répondre à ces défis et protéger les droits fondamentaux de tous les individus. Alors, parmi les nouveautés de droit international moderne, le droit international, euh, traditionnellement centré sur les relations entre États, a évolué pour inclure une variété d'acteurs non étatiques et pour couvrir de nouveaux domaines émergents. Cette transformation reflète la complexité croissante des relations internationales et la nécessité d'un cadre juridique capable de régir ces nouvelles réalités. Alors, historiquement, le droit international s'est concentré sur les États souverains en tant que principaux sujets du droit. Cependant, la reconnaissance croissante de l'importance des individus, des groupes et des organisations internationales a aidé le champ, a élargi un petit peu le champ d'application du droit international. Alors, premièrement, les individus. Les individus comme sujet du droit international. La reconnaissance des droits individuels en droit international a marqué un changement significatif. Les individus ne sont plus seulement des objets de protection par leurs États respectifs, mais sont devenus des sujets de droit international. Vous avez les traités de Nuremberg et de Tokyo. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont établi la responsabilité individuelle pour les crimes internationaux, y compris les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Ces tribunaux ont démontré que les individus peuvent être tenus responsables de violations graves du droit international, indépendamment de leur statut étatique. Alors, la Cour pénale internationale, créée en 1998, permet de poursuivre les individus pour génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes d'agression. La Cour pénale internationale représente un mécanisme permanent pour garantir que les individus responsables de ces crimes rendent des comptes. Il y a aussi les groupes et les minorités. Les droits des groupes et des minorités ont également gagné en reconnaissance. Les instruments juridiques internationaux, tels que les déclarations des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones, protègent les droits culturels, sociaux et économiques des groupes vulnérables. Alors aussi, pour la protection des peuples autochtones, la déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones de 2007 reconnaît les droits collectifs des peuples autochtones à l'autodétermination, à la terre et aux ressources naturelles, à la préservation de leur culture et à la participation politique. Alors aussi, il y a des organisations internationales, tant intergouvernementales que non gouvernementales, jouent un rôle de plus en plus important dans l'élaboration, la mise en œuvre et la surveillance des normes internationales. Les Nations Unies, avec ses nombreuses agences spécialisées comme l'UNESCO, l'OMS, l'OIT, etc., il établit des normes internationales dans divers domaines allant de la santé publique, l'éducation et le travail. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier, a le pouvoir d'imposer des sanctions et d'autoriser des interventions militaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Il y a aussi les ONG. Les ONG influencent les politiques internationales en plaidant pour des causes telles que les droits de l'homme, la protection de l'environnement, l'aide et l'aide humanitaire. Alors, par exemple, Human Rights Watch et Amnesty International jouent un rôle clé dans la surveillance et la dénonciation des violations des droits de l'homme. Le champ d'application du droit international s'est ainsi considérablement élargi pour inclure de nouveaux domaines qui répondent aux défis contemporains. Alors, vous avez le commerce international, l'Organisation mondiale du commerce créée en 1995, qui supervise un petit peu les règles du commerce international, qui résout un petit peu les différends commerciaux entre l'ensemble des différents membres. Les accords de l'OMC, tels que l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, et l'accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, établissent un petit peu des normes pour le commerce, l'ensemble du commerce mondial. Il y a aussi des accords régionaux de commerce, comme l'accord de libre-échange nord-américain, l'Union européenne, régule par exemple les échanges commerciaux dans des zones spécifiques favorisant l'intégration économique régionale. Alors aussi, en matière d'environnement, vous avez le protocole de Kyoto, l'accord de Paris, etc., qui, par exemple, un engagement global pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels.
Alors, il y a aussi les conventions sur la biodiversité adoptées en 92 visent à conserver la biodiversité, à utiliser durablement les ressources biologiques équitablement et partager équitablement les avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques. Alors tout ça, bien sûr, toute cette évolution du droit international, l'important c'est d'inclure de nouveaux participants et couvrir des domaines émergents qui reflètent un petit peu la capacité de s'adapter aux réalités contemporaines. Donc, en reconnaissant un petit peu les droits des individus, en incluant des organisations internationales qui travaillent particulièrement sur l'environnement, etc., et en régulant des domaines comme le commerce, l'environnement, l'espace, le droit international, démontre un petit peu son rôle essentiel dans la gouvernance mondiale. Cette expansion continue montre que le droit international est un domaine dynamique en constante évolution pour répondre aux défis et opportunités de notre époque. Pour comprendre ceci, le droit international, le développement du droit international a été profondément influencé par différentes écoles de pensée juridique, notamment le positivisme et l'école sociologique. Alors, ces approches, ils ont façonné un petit peu notre compréhension du droit international et ont influencé la manière dont il est appliqué et interprété. Le positivisme juridique, qui a dominé la pensée juridique au XIXe siècle, au début du XXe siècle, se caractérise par une approche empirique descriptive du droit. Il insiste sur l'analyse du droit tel qu'il est, sans inclure les considérations morales ou éthiques. Alors, les caractéristiques de ce positivisme, le positivisme voit le droit comme un ensemble de règles édictées par les autorités compétentes et soutenues par des sanctions. Les positivistes soutiennent que le droit doit être étudié et appliqué indépendamment des jugements moraux. Jean Austin, l'un des principaux théoriciens du positivisme, Austin, il a défini un petit peu le droit comme le commandement d'un souverain soutenu par des sanctions. On a vu ça en détail donc, dans la première vidéo. De la même manière, Hans Kelsen il a développé la théorie pure du droit, affirmant que le droit devrait être dépouillé de toute considération non juridique. Donc, en plus, le positivisme il a influencé la perception du droit international comme un système centré sur les États souverains, les seuls sujets de droit international dotés de l'incapacité juridique. La souveraineté des États, selon la doctrine positiviste, les États sont des entités souveraines et indépendantes du droit international. Les règles du droit international sont créées par les États et pour les États. Et les individus n'ont pas de droits ou d'obligations en vertu du droit international, sauf à travers ces États. Le principe de non-intervention, c'est un principe clé découlant du positivisme et c'est la non-intervention dans les affaires intérieures des États. Ce principe il souligne l'importance de la souveraineté et de l'indépendance des États dans les relations internationales. Avec les bouleversements sociaux et politiques du XXe siècle, de nouvelles approches du droit international ont émergé, remettant en question le fondement du positivisme et introduisant une perspective plus dynamique et holistique. Il y a principalement l'école sociologique. L'école sociologique du droit, représentée par des penseurs comme Roscoe Pound, considère le droit comme un instrument d'ingénierie sociale visant à équilibrer les divers intérêts de la société. Cette approche se concentre sur les effets réels du droit et sur la manière dont il peut être utilisé pour atteindre des objectifs sociaux. Roscoe Pound, elle a défendu l'idée que le droit devrait être utilisé pour promouvoir la justice sociale et répondre aux besoins de la société. Il a souligné l'importance de l'analyse empirique et des études de terrain pour comprendre le fonctionnement réel du droit. Et l'impact sur le droit, l'école sociologique a encouragé ainsi une analyse plus contextuelle et pragmatique du droit international, prenant en compte les réalités sociales, économiques et politiques dans lesquelles le droit opère. Donc, aussi, il faut dire, donc ces nouvelles approches, ils ont critiqué un petit peu le positivisme pour sa vision restrictive et formelle du droit. Ils ont plaidé pour une reconnaissance plus large des normes éthiques et des principes de justice
dans l'analyse et l'application du droit international. Alors, pour une critique toujours du positivisme, parmi les critiques, on fait valoir que ceux qui ont fait valoir que le droit international devrait incorporer les principes du droit naturel et protéger les droits fondamentaux des individus. Cette perspective a conduit à une reconnaissance accrue des droits de l'homme en droit international. Les théories critiques, les théoriciens, par exemple comme Marty, Koskiniemi, ils ont souligné les limites du positivisme et plaidé pour une approche plus critique du droit international, mettant en lumière les relations de pouvoir et les dynamiques politiques sous-jacentes aux normes juridiques. Alors, le développement des droits individuels et l'influence croissante des organisations internationales ont marqué une évolution significative du droit international, s'éloignant de la vision centrée sur les États. Les droits individuels ils ont gagné en importance avec une reconnaissance croissante de la protection des droits de l'homme. La Déclaration universelle, 48, etc. Les conventions internationales, la Cour pénale internationale, la montée des organisations internationales aussi. Il a joué un rôle très important dans la gouvernance mondiale, dans l'établissement de normes et dans la facilitation de la coopération internationale et la résolution des différends. Donc, vous avez une principale organisation internationale, c'est les Nations Unies, et ces agences spécialisées, ils établissent un petit peu des normes, des standards dans divers domaines, allant de la santé publique, comme l'a dit, l'éducation, le travail, etc. L'OMC aussi, donc, elle essaie de réguler un petit peu, de résoudre les différends commerciaux, favorisant le libre-échange et la coopération économique mondiale. Et, bien entendu, d'autres organisations régionales qui essaient un petit peu qui jouent un petit peu un rôle très important dans la promotion de l'intégration régionale et la résolution des conflits. Arrivé à ce stade, il faut souligner que les organisations internationales jouent un rôle fondamental dans la structure et le fonctionnement du droit international contemporain. Donc, elles sont essentielles pour faciliter la coopération entre les États, créer et faire respecter des normes internationales, promouvoir la paix, la sécurité et le développement à l'échelle mondiale. Parmi ces organisations, bien entendu, les Nations Unies, l'ONU, donc, qui occupe une place centrale, mais de nombreuses autres institutions intergouvernementales contribuent également de manière significative. Alors, les Nations Unies, créées en 1947 après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'organisation internationale la plus influente et la plus globale. Elle compte actuellement 193 membres et possède une vaste gamme de responsabilités allant de paix et de la sécurité internationale au développement économique et social, en passant par la protection des droits de l'homme. La Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1945, est le traité fondateur de l'ONU. Et elle établit les objectifs, les principes et la structure de l'organisation. La Charte souligne l'importance de la paix et de la sécurité, du respect des droits de l'homme, de la coopération internationale et du règlement pacifique des différends. Il y a aussi l'Assemblée générale qui est le principal organe délibérant de l'ONU. Chaque État membre y est représenté et dispose d'une voix. Donc, l'Assemblée générale adopte des résolutions sur des questions importantes, y compris la paix et la sécurité, l'admission de nouveaux membres et la question budgétaire. Bien que les résolutions de l'Assemblée générale ne soient pas juridiquement contraignantes, elles reflètent la volonté collective de la communauté internationale et peuvent influencer les politiques des États. Il y a aussi le secrétariat dirigé par le secrétaire général, c'est l'organe exécutif de l'ONU. Il est responsable de la mise en œuvre des décisions prises par les autres organes de l'ONU et de l'administration quotidienne de l'organisation. Le secrétaire général joue un rôle très important en tant que médiateur et porte-parole de la communauté internationale. Alors, le Conseil de sécurité, c'est l'organe le plus puissant de l'ONU. Il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces décisions sont juridiquement contraignantes pour tous les États membres de l'ONU. Alors, le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, dont 5 permanents, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
ayant chacun un droit de veto, et 10 membres non permanents élus pour un mandat de 2 ans. Les décisions du Conseil de sécurité nécessitent 9 voix affirmatives, y compris celles des 5 membres permanents. Le Conseil de sécurité peut autoriser les opérations de maintien de la paix pour stabiliser des zones de conflit, protéger les civils et soutenir les processus de paix. Ces opérations, appelées missions de maintien de la paix, impliquent le déploiement de casques bleus des forces militaires multinationales sous commandement de l'ONU. Le Conseil de sécurité peut imposer aussi des sanctions économiques et autres mesures coercitives pour faire respecter ces résolutions. Il peut également autoriser des interventions militaires pour restaurer la paix et la sécurité internationale. Par exemple, le Conseil de sécurité a autorisé l'intervention militaire en Corée en 1950, en Irak 1990 et en Libye 2011. Le Conseil de sécurité il a créé des tribunaux internationaux pour juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide, comme le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda. En plus des Nations Unies, les organisations régionales jouent de plus en plus un rôle très important dans la promotion de la paix, de la sécurité et du développement au sein de leurs régions respectives. Ces organisations, ont souvent une connaissance plus approfondie des dynamiques locales et peuvent agir de manière plus rapide et efficace que les institutions globales. Bien entendu, la première, c'est l'Union européenne, qui est l'une des organisations régionales les plus intégrées et influentes. Elle a évolué d'une union économique à une union politique, avec des compétences dans des domaines tels que le commerce, la justice, les affaires étrangères et la défense. Donc l'Union européenne joue un rôle très important dans la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et de l'état de droit en Europe et au-delà. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, elle interprète le droit de l'Union européenne et veille à son application uniforme dans tous les États membres. Elle peut annuler les actes des institutions de l'Union européenne qui violent les traités européens et elle règle les différends entre les États membres, les institutions de l'Union européenne et les particuliers. Alors, il y a aussi la politique étrangère de sécurité commune. Elle permet à l'Union européenne de développer des politiques communes dans le domaine des affaires étrangères et de la défense. L'Union européenne mène des missions civiles et militaires dans des zones de conflit pour promouvoir la stabilité et la sécurité. L'Union africaine qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine en 2002, vise à promouvoir l'intégration économique, politique et sociale de l'Afrique ainsi qu'à résoudre les conflits sur le continent. L'Union africaine joue un rôle très important dans la médiation des conflits, le maintien de la paix et la promotion des droits de l'homme en Afrique. Vous avez le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine qui peut autoriser des interventions militaires pour prévenir ou arrêter les conflits et des génocides ainsi que pour établir l'ordre constitutionnel. Vous avez la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui protège un petit peu l'ensemble des droits de l'homme et des peuples en Afrique. Elle peut juger les affaires portées par les États, les organisations intergouvernementales et les individus et rendre des décisions contraignantes. Alors, il y a aussi l'Organisation des États africains qui est la principale organisation régionale dans l'Organisation des États américains, qui est la principale organisation régionale dans les Amériques. Elle promeut un petit peu la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement économique dans les États membres. Il y a aussi la Commission interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ce sont des organes qui protègent un petit peu les droits de l'homme dans les Amériques. Donc, c'est cette commission interaméricaine des droits de l'homme enquête sur les violations des droits de l'homme et la Cour interaméricaine rend des décisions contraignantes sur les affaires portées devant. Il y a le système interaméricain qui inclut divers traités et conventions visant à promouvoir la coopération économique, la sécurité régionale et la protection des droits de l'homme. Parmi eux, la charte de l'OA, la Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme et le traité interaméricain d'assistance réciproque. Donc, les organisations internationales, ils influencent
La coopération et la création de normes à travers divers mécanismes, notamment la négociation de traités, l'élaboration de standards internationaux et la résolution des différends. Ces organisations facilitent un petit peu la négociation des traités multilatéraux qui créent des obligations juridiquement contraignantes pour les États parties. Par exemple, l'ONU a joué un rôle très important, central dans l'élaboration des traités tels que la Convention sur le droit de la mer de 1982 et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. Les institutions internationales établissent aussi des standards et des directives qui servent de référence pour les États et les autres acteurs internationaux. Par exemple, l'Organisation internationale du travail élabore des normes internationales du travail pour protéger les droits des travailleurs et l'Organisation mondiale de la santé qui établit un certain nombre de standards en matière de santé publique. Alors, les organisations internationales fournissent aussi des mécanismes pour la résolution pacifique des différends entre les États. La Cour internationale de justice, par exemple, règle les différends juridiques entre les États et donne des avis consultatifs sur des questions juridiques internationales. La Cour internationale de justice et d'autres tribunaux internationaux, comme la Cour permanente d'arbitrage et le mécanisme de règlement des différends de l'OMC, ils offrent des forums pour résoudre les conflits internationaux. Ces tribunaux aident à maintenir la stabilité et à prévenir l'escalade des tensions. Vous avez aussi, dans le cadre de la promotion des droits de l'homme, les institutions internationales, par le biais de mécanismes comme rapports de pays, les enquêtes et les tribunaux, ils jouent un rôle très important dans la protection et la promotion des droits de l'homme. Par exemple, le Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme surveille la situation des droits de l'homme dans le monde et fournit une assistance technique pour renforcer les capacités des États à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme. Aussi, vous avez le programme des Nations Unies pour le développement, l'Organisation mondiale de la santé, qui joue un rôle essentiel dans la fourniture d'aide humanitaire et de développement. Elle mobilise un petit peu des ressources, coordonne les efforts internationaux et met en œuvre des programmes pour répondre aux besoins des populations vulnérables. Les institutions, ces institutions régionales réagissent aux crises humanitaires et aux catastrophes naturelles en fournissant une assistance d'urgence, en coordonnant les efforts de secours et en travaillant à la reconstruction générale. Par exemple, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires coordonne l'aide humanitaire internationale en cas de crise majeure. Aussi, des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui jouent de plus en plus un rôle clé dans la promotion du développement économique et du développement durable. Ils fournissent des financements, des conseils techniques et soutiennent aux réformes économiques pour aider les pays à atteindre une croissance inclusive et durable. Vous avez l'exemple de l'ODD, les objectifs de développement durable, l'agenda 2030 pour le développement durable, adopté par les Nations Unies en 2015, fixe 17 objectifs de développement durable visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. Les organisations internationales jouent un rôle très important dans la mise en œuvre et suivi des progrès réalisés vers ces objectifs. Tout cela nous mène à dire que, bien entendu, le droit international est un domaine complexe, constante évolution, influencé par diverses écoles de pensée et de philosophie juridique. Les théories modernes du droit international se concentrent sur des concepts tels que les lois positives et naturelles, le débat entre idéalisme et réalisme, ainsi que l'importance des normes éthiques. Ces théories jouent plus ou moins un rôle très important dans la compréhension et le développement du droit international contemporain. La distinction entre les lois positives et naturelles est fondamentale dans l'étude du droit international. Les lois positives ou droits positifs sont des règles juridiques établies par les États ou les institutions internationales. Elles sont concrètes, écrites et applicables dans des contextes spécifiques. En revanche, les lois naturelles sont des principes universels immuables, souvent basés sur la morale, l'éthique et la raison. Elles transcendent les frontières internationales et sont considérées comme intrinsèquement justes. Le droit positif est pragmatique et empirique. Il se concentre sur les règles écrites et les procédures établies par les autorités compétentes. Dans le contexte du droit
international. Cela inclut les traités, les conventions, les résolutions des organisations internationales et les décisions des tribunaux internationaux. Le positivisme juridique, une théorie qui soutient que le droit, c'est un ensemble de règles créées par des autorités légitimes, est souvent associé au droit positif. Hans Kelsen, c'est un théoricien, c'est le théoricien influent du positivisme. Il a proposé une théorie pure du droit qui exclut les éléments non juridiques tels que la morale et la politique. Pour Kelsen, le droit international, c'est un système de normes hiérarchisées où chaque norme tire sa validité de normes supérieures. Alors que le droit naturel, en revanche, il est basé sur des principes éthiques et moraux, comme on l'a souligné tout à l'heure, donc considérés comme universels et intemporels. Cette approche affirme que certaines lois sont innées et compréhensibles par la raison humaine, indépendamment de leur codification dans des textes juridiques. Alors, ce droit naturel est souvent associé à des concepts de justice universelle et de droit inaliénable. Alors, Thomas d'Aquin, l'un des principaux théoriciens du droit naturel, qui a soutenu que le droit naturel, nos droits humains, doit être en accord avec la loi divine et la raison naturelle. Dans le contexte du droit international, le droit naturel se manifeste à travers des principes tels que les droits de l'homme, la non-agression et la justice internationale. Alors, le débat entre idéalisme et réalisme, il est très important dans la philosophie juridique du droit international. Ce sont deux approches qui offrent des perspectives différentes sur la nature, le rôle et l'efficacité du droit international. L'idéalisme est basé sur la croyance que le droit peut et doit refléter des valeurs morales élevées et des idéaux de justice. Les idéalistes soutiennent que le droit international devrait être utilisé pour promouvoir la paix, la sécurité et la coopération internationale et les droits de l'homme. Ils croient en la capacité du droit de transformer les relations internationales et de construire un ordre mondial juste et équitable. Des figures comme Woodrow Wilson avec sa vision de la société des nations et Eleanor Roosevelt avec son rôle dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme illustrent un petit peu cette approche. Par rapport, en revanche, bien sûr, le réalisme est une approche plus pragmatique, si on veut dire, cynique du droit international. Il croit que le droit international est essentiellement un outil au service des intérêts des États puissants et que les relations internationales sont dominées par des considérations de pouvoir et de sécurité nationale. Ils soutiennent que le droit international n'est efficace que dans la mesure où il sert les intérêts des grandes puissances et que les États ne respectent les normes internationales que lorsqu'il est dans leur intérêt de le faire. Hans Morgenthau, l'un des principaux théoriciens du réalisme, il a argumenté, bien entendu, que la politique internationale est une lutte pour le pouvoir où le droit et la morale jouent un rôle secondaire par rapport aux intérêts nationaux. Alors, malgré leurs différences, l'idéalisme et le réalisme ne sont pas mutuellement exclusifs. En pratique, le droit international est souvent façonné par l'interaction entre ces deux perspectives. Alors, les normes éthiques jouent aussi un rôle très important dans le développement et l'application du droit international contemporain. Elles servent de fondement aux principes juridiques et guident les actions des acteurs internationaux. Nous avons des normes, par exemple, les normes éthiques qui sont particulièrement évidentes dans le domaine des droits de l'homme. Le droit international humanitaire qui régit la conduite des conflits armés est également fortement influencé par les normes éthiques. Vous avez aussi la justice environnementale, où les normes éthiques jouent un rôle de plus en plus croissant dans ce domaine-là. Aussi, comme le commerce international et la responsabilité sociale des entreprises aussi. Vous avez la responsabilité sociale des entreprises, c'est un autre domaine où les normes éthiques jouent un rôle très important. Les multinationales sont de plus en plus tenues de respecter les normes internationales en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement dans leurs opérations internationales. Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme
et les lignes directrices de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sont des exemples de cadres internationaux qui encouragent les entreprises à adopter des pratiques responsables et éthiques. Et donc, le développement du droit international ne peut être pleinement compris sans tenir compte des nouvelles approches et perspectives, principalement aussi des perspectives comportementalistes qui ont émergé au fil des décennies. Alors, ces méthodes novatrices ont permis de réinterpréter le droit international à travers le prisme des sciences sociales en intégrant des analyses empiriques et des techniques quantitatives. Alors, l'approche comportementaliste dans les relations internationales se concentre sur l'étude du comportement des acteurs internationaux, comme les États, les organisations internationales, les entreprises multinationales et les individus, et cherche à comprendre comment ces acteurs prennent des décisions et interagissent entre eux tout en influençant le système international. Alors, l'analyse comportementaliste repose sur l'idée que les actions des acteurs internationaux sont influencées par des motivations, des perceptions, des attentes spécifiques. Elle utilise les méthodes empiriques pour étudier ces comportements en collectant des données sur des décisions prises par les acteurs et en analysant les tendances et les modèles qui en résultent. Cette approche permet d'aller au-delà des théories normatives traditionnelles du droit international en offrant une vision plus réaliste et nuancée des relations internationales. Par exemple, l'analyse comportementaliste peut être utilisée pour comprendre les motivations derrière la signature de traités internationaux, les raisons pour lesquelles certains États respectent ou violent les accords internationaux et les facteurs qui influencent la formation d'alliances et de coalitions internationales. Elle peut également examiner comment les perceptions de menaces ou d'opportunités influencent les politiques étrangères des États ou comment les dynamiques internes, telles que les pressions politiques ou économiques domestiques, affectent les comportements des acteurs internationaux sur la scène internationale. Les sciences sociales ont joué un rôle très important dans la réinterprétation du droit international en introduisant des perspectives interdisciplinaires ou des méthodologies empiriques qui enrichissent un petit peu notre compréhension du droit en tant que phénomène social. La sociologie du droit examine comment le droit est influencé par et influence les structures sociales, les cultures et les comportements. Elle explore les interactions entre les normes juridiques et les pratiques sociales en mettant en lumière les mécanismes par lesquels le droit est appliqué, interprété et parfois contesté par différents contextes, dans différents contextes sociaux. Cette approche permet de comprendre comment les normes juridiques internationales sont perçues et mises en œuvre dans diverses sociétés et comment elles peuvent être adaptées pour mieux répondre aux réalités sociales et culturelles. Alors, l'anthropologie du droit se concentre sur les aspects culturels et symboliques du droit, explore comment les différentes cultures conçoivent le droit et la justice et comment les normes juridiques internationales interagissent avec les systèmes juridiques locaux et les traditions culturelles. Alors aussi la psychologie du droit qui étudie un petit peu les processus cognitifs et émotionnels qui influencent les décisions juridiques et les comportements des acteurs internationaux. Elle examine comment les biais cognitifs, les perceptions de justice et les émotions telles que la peur, la colère, la confiance, tout ça peut affecter un petit peu la conformité au droit international et la résolution des conflits. Cette approche, elle offre des insights assez précieux sur la manière dont les décisions juridiques sont prises et comment elles peuvent être influencées par les facteurs psychologiques. Donc, les méthodes scientifiques et quantitatives, ils ont révolutionné un petit peu le droit international, permettant des analyses plus rigoureuses et systématiques des phénomènes juridiques. Ces méthodes incluent l'utilisation de statistiques, de modélisation technique, collecte de données empiriques pour examiner les relations et les tendances dans le domaine du droit international. Les enquêtes empiriques et les études de cas sont également des outils précieux dans l'analyse du droit international. Les enquêtes peuvent recueillir des données sur les perceptions, les attitudes, les comportements des acteurs internationaux et les études de cas permettent un petit peu une exploration approfondie des événements spécifiques, des conflits ou des négociations internationales. Par exemple, la négociation d'un traité de paix peut révéler les dynamiques de pouvoir, les stratégies de négociation et les facteurs de succès ou d'échec. De même, par exemple, une
donc des enquêtes auprès des diplomates, des responsables gouvernementaux, peut fournir des informations sur les priorités politiques et les défis et les opportunités perçues dans le cadre de la coopération internationale. Alors, le droit international en tant que domaine dynamique, en constante évolution, il amène aussi l'émergence de nombreuses approches critiques qui ont profondément influencé son analyse et son application. Alors, ces théories critiques, ils mettent en lumière les tensions, les contradictions, les défis au sein du système juridique international. Parallèlement, le débat sur la fragmentation du droit international et l'émergence de régimes spécialisés soulève des questions très importantes sur la cohérence et l'efficacité de ce cadre juridique global. Alors, les approches critiques du droit international, le Critical Legal Studies, se sont développées en réponse aux limitations perçues des théories traditionnelles du droit. Donc, ces approches cherchent à déconstruire les présupposés sous-jacents et à exposer les dynamiques de pouvoir et les inégalités inhérentes au système juridique international. Les théoriciens critiques s'efforcent de démontrer que les normes juridiques internationales ne sont pas neutres, mais sont souvent influencées par des intérêts politiques, économiques et sociaux spécifiques. Par exemple, les règles de commerce international, qui peuvent favoriser des économies développées aux dépens des pays en développement, perpétuant ainsi des inégalités économiques et sociales. Les approches critiques mettent en évidence comment le droit international peut être utilisé pour maintenir et légitimer des relations de pouvoir existantes. Elle examine comment les États puissants et les acteurs dominants peuvent influencer les normes juridiques pour servir leurs propres intérêts. Cela est particulièrement évident dans le fonctionnement des organisations internationales où les décisions peuvent refléter les rapports de force plutôt que des principes de justice universelle. Alors, ces théories soulignent également la marginalisation et l'exclusion de certaines voix dans le processus de formation du droit international. Par exemple, les perspectives des peuples autochtones, des femmes et des groupes minoritaires sont souvent négligées dans les forums internationaux, ce qui conduit à des normes qui ne reflètent pas pleinement leurs intérêts et besoins. Une autre dimension importante des approches critiques est la remise en question de l'universalité des normes juridiques internationales. Les critiques soutiennent que les tentatives d'imposer des normes universelles ignorent souvent les divers contextes culturels, sociaux et politiques, ce qui peut mener à des tensions et des résistances locales. Alors, un autre point, c'est le débat sur la fragmentation du droit international, qui est un phénomène de plus en plus préoccupant, reflétant la prolifération des régimes juridiques spécialisés et souvent autonomes qui traitent de domaines spécifiques comme le commerce, l'environnement, le droit de l'homme. Au cours des dernières décennies, des régimes spécialisés tels que l'OMC, la Cour pénale internationale et divers traités environnementaux ont été créés pour répondre à des enjeux spécifiques. Alors, bien que ces régimes permettent une attention ciblée et une expertise accrue, ils peuvent également conduire à des incohérences et des conflits normatifs. L'un des principaux défis aussi posés par la fragmentation est le risque de conflit entre les normes émanant de différents régimes spécialisés. Par exemple, les règles de commerce international peuvent entrer en conflit avec des obligations en matière de droits de l'homme ou de protection de l'environnement. Ces conflits nécessitent des mécanismes de coordination et d'arbitrage pour éviter des décisions contradictoires et assurer une application cohérente du droit international. Un exemple typique de conflit normatif est celui entre les régimes du commerce et de l'environnement. Les accords de l'OMC favorisent la libéralisation du commerce, mais ces objectifs peuvent parfois entrer en contradiction avec les traités environnementaux qui imposent des restrictions sur certaines activités commerciales pour protéger l'environnement. De même, les régimes de droits de l'homme peuvent imposer des obligations aux États qui peuvent être perçues comme limitant leur souveraineté économique. Alors, pour certains, la fragmentation souligne la nécessité d'une centralisation accrue et d'une harmonisation des normes pour garantir la cohérence du droit international. Cette perspective suggère que les institutions centrales comme la Cour internationale de justice devraient jouer un rôle plus important dans l'arbitrage des conflits entre les régimes et dans la promotion d'une interprétation cohérente des normes internationales. La centralisation et l'élaboration de méthodes efficaces pour traiter les collisions des normes sont essentielles pour maintenir la cohérence et l'efficacité du droit international.
international. Nous avons parlé du rôle très important de la Cour internationale de justice en tant qu'organe judiciaire principal des Nations Unies, qui est chargé de régler les différends entre États et aussi de fournir des avis consultatifs sur des questions juridiques. Donc, en tant qu'institution centrale, elle peut contribuer à harmoniser les interprétations. Alors aussi, divers mécanismes de coordination et d'arbitrage, ils ont été développés pour gérer les conflits normatifs, notamment le principe de l'ex spécialiste dérogat legis generali, ou la loi spéciale déroge à la loi générale. Donc, est souvent utilisé pour déterminer quelles normes doivent prévaloir en cas de conflit. De plus, des comités et des commissions interinstitutionnelles peuvent être mis en place pour faciliter la coopération et la coordination entre les régimes spécialisés. Donc, le dialogue interrégime est aussi essentiel pour prévenir et résoudre les conflits normatifs. Ce sont des dialogues qui permettent aux représentants des différents régimes de discuter des interactions et des chevauchements entre leurs mandats et de chercher des solutions consensuelles. Par exemple, les forums interagences et les réunions conjointes entre les organes de l'OMC, les Nations Unies et les traités environnementaux permettent un petit peu de trouver des approches intégrées et harmonisées. Alors, l'adoption de cadres de compatibilité et de guides d'interprétation peut également aider à gérer ce genre de conflit de normes. Alors, en tout, donc, les théories critiques et les débats sur la fragmentation du droit international, ils mettent en lumière les défis complexes auxquels le système juridique international est confronté actuellement. Les approches critiques révèlent les dynamiques de pouvoir, les inégalités et les tensions inhérentes au droit international, tandis que la fragmentation soulève des questions sur la cohérence et l'efficacité des régimes spécialisés. La centralisation et les méthodes efficaces pour traiter les collisions de normes sont très importantes pour garantir que le droit international reste un cadre cohérent et efficace pour réguler l'ensemble des relations internationales. Voilà, droit international, c'est un domaine riche, complexe, qui a évolué de manière significative au fil des siècles. Au cours de cette présentation, nous avons exploré diverses théories et approches qui ont façonné et continuent de façonner notre compréhension du droit international, des fondements du droit naturel aux théories positivistes, en passant par les approches critiques, comportementalistes. Chaque perspective apporte une lumière unique sur la manière dont les normes internationales sont formulées, interprétées, appliquées. Alors, le droit international reste fondamental pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la justice à l'échelle mondiale. Il établit l'ensemble des règles du jeu pour les relations entre États et autres acteurs internationaux, contribuant à prévenir les conflits et à protéger les droits de l'homme aussi. Les traités de non-prolifération, par exemple nucléaire, aux conventions sur les droits de l'homme, le droit international, il vise un petit peu à créer un norme normative qui favorise la coexistence pacifique et le respect mutuel. Il y a aussi les tribunaux internationaux qui jouent un rôle essentiel en veillant à ce que les violations des normes internationales soient traitées de manière juste et équitable. Et en conclusion, donc, le droit international est bien plus qu'un simple ensemble de règles, c'est une culture juridique globale qui reflète les aspirations et les défis de la communauté internationale. En évoluant pour répondre aux réalités contemporaines, il reste un pilier essentiel pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la justice dans le monde. Nous vous remercions chaleureusement pour votre attention et votre intérêt tout au long de cette présentation sur le droit international contemporain. Nous espérons que cette exploration des théories, des approches et des défis actuels vous a offert une perspective enrichissante et stimulante. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Votre soutien est précieux pour nous aider à continuer à partager des connaissances et des analyses sur des sujets juridiques internationaux. Nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine vidéo où on va explorer un petit peu les sources du droit international.
les fondements juridiques sur lesquels repose le droit international, y compris les traités, la coutume internationale et les principes généraux du droit. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes dans le monde du droit international.